Bonjour et à ceux qui nous rejoignent, deuxième partie de cette émission, Territoire d'info, avec la presse quotidienne régionale, les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France qui nous rediffusent et Télé 5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le président de Debout la France. Merci d'être là pour vous interroger à mes côtés. Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour. Et Fabrice Wesser-Redon. Bonjour Fabrice. Bonjour. Du groupe EBRA, vous représentez l'Est républicain sur ce plateau. Votre interview politique, Nicolas Dupont-Aignan, sera retransmis sur les sites internet de la presse quotidienne régionale ce matin à partir de 10h, les 25 titres partenaires de cette émission. Spectaculaire évasion hier de Redouane Faïd en hélicoptère d'une prison de Seine-et-Marne. Un braqueur qui s'était déjà évadé. 3000 policiers et gendarmes le recherchent. Quels ont été, selon vous, les dysfonctionnements dans cette affaire? Vous en voyez? Sûrement. D'abord, je suis un peu étonné du ton que je vois dans les journaux. Cet homme est responsable de la mort d'une policière municipale. Et je n'apprécie pas du tout la manière dont on en fait une sorte de héros. Je trouve ça assez limite. Bon, ça c'est une parenthèse, un sentiment personnel. Vous parlez de la presse? Vous parlez oui, des médias? Je parle le ton comme si c'était accessoire. C'est quelqu'un qui a tué un représentant de l'ordre. Voilà, c'est quelqu'un de dangereux. Et cela prouve, une fois de plus, les dysfonctionnements scandaleux de l'administration pénitentiaire dans notre pays. Je connais bien ce secteur, j'ai visité quantité de fois des prisons, je soutiens les gardiens de prison qui vivent un enfer. Et là où ont été les failles Les failles, on les voit. Cela fait des années que les syndicats demandent, des syndicats très sérieux. On a en France des syndicats de personnel pénitentiaire très sérieux qui demandent depuis des années que cette cour d'honneur de la prison de Réau, qui est soi-disant l'une des plus sûres de France, soit couverte de filins pour empêcher les évasions. C'est raté. Et puis d'une manière générale, la situation de nos prisons est inacceptable. Les évasions se multiplient. Il y a eu depuis que la sécurité des transferts de prisonniers n'est plus assurée par les gendarmes mais par l'administration pénitentiaire, il y a des problèmes majeurs, il y a un sous-effectif et Madame Belloubet est complètement à côté de la plaque, si je peux me permettre cette expression. Marcelo Westfred. Il devrait y avoir des sanctions d'ailleurs. Contre eux? Contre les responsables. Contre la ministre? La ministre devrait au moins s'excuser devant la nation et puis dire ce qu'elle va faire. Elle préfère mettre des téléphones dans les cellules. Vous savez, la seule action de Mme Belloubet en matière de sécurité pénitentiaire, c'est d'offrir le téléphone aux détenus. Donc elle est complètement à côté de la plaque et les personnels pénitentiaires en ont vraiment assez de ne jamais être défendus par leur ministre. Alors sur un tout autre sujet, à l'international, il y a eu au Mali hier un attentat contre le quartier général des forces anti-djihadistes. Il y a eu 5 morts, alors pas de victimes françaises, mais aujourd'hui le président Emmanuel Macron se rend en Mauritanie et il ira demain au Nigeria. Qu'est-ce que vous attendez de la France et quel est le message que vous voulez que porte Emmanuel Macron? Vous savez, d'abord j'avais soutenu l'intervention au Mali de François Hollande. C'est une des rares bonnes décisions qu'il avait prises. Pour autant, on sait tous qu'il y a un problème politique, notamment au nord Mali, entre le président malien et les forces du nord Mali. On sait tous que si on ne résout pas le problème libyen, il y a la gangrène par le nord du Sahel. Et donc la situation est extrêmement périlleuse. Moi je demanderais plusieurs choses. D'abord qu'on soutienne nos soldats, qu'on leur donne les moyens d'agir. Vous savez, on parle souvent du budget de l'armée, il y a eu le vote d'une loi de programmation, il y a une augmentation des crédits et c'est tant mieux, mais on est encore très loin du compte et nos soldats au Mali souffrent beaucoup. Il faut leur fournir les moyens nécessaires et puis il est absolument nécessaire d'aller plus loin et là se pose la question quand même de la solidarité européenne, car c'est la France qui assure la sécurité de l'Europe au Mali et dans tout le Sahel. Et là, on a un problème budgétaire évident. Il faut absolument renforcer nos forces là-bas, mais on ne pourra le faire à la fois que par un soutien plus important financier et puis aussi par une solution politique au Mali qui est très difficile à négocier. Fabrice Wesser-Redon, l'Europe. Effet induit de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, l'Europe a dû se mettre d'accord sur une politique, un accord sur les migrants, la migration. Emmanuel Macron, fin de semaine dernière, était plutôt satisfait de ce sommet, de cet accord qui a été trouvé avec les autres partenaires européens. Vous en pensez quoi, vous? On est dans un roman photo. Emmanuel Macron, comme d'habitude, a raconté n'importe quoi. C'est une opération de communication. Il n'y a eu aucun accord réel, puisqu'en fait, le seul accord, ça a été, et d'ailleurs je m'en réjouis sur ce point, l'abandon de la répartition des migrants dans les différents pays, le rétablissement caché des frontières nationales, avec la fin de Dublin,
et puis de vagues promesses... Ce qui vous va bien, finalement. Je vais vous répondre. Et de vagues promesses sur une aide en Méditerranée. Et la création de centres fermés sur le sol européen. Tout à fait. Ce qui d'ailleurs est assez inquiétant parce que ça va être des calébis. Et aucun pays d'ailleurs va vouloir le faire. En vérité, le système Schengen de suppression des frontières nationales en Europe se détricote de partout. Et la crise en Allemagne le prouve. Moi, ce que je pense, c'est qu'il aurait fallu acter tout de suite la réalité plutôt que de faire semblant. C'est-à-dire acter 4 points, 4 mesures fondamentales. Et je veux être précis tellement c'est grave. Rétablissement des frontières nationales entre les pays, c'est le seul moyen d'éviter la circulation des migrants au sein de l'Europe. Donc l'Europe ne peut pas régler le problème. Ce sont les nations qui doivent le régler. Il n'y a que les nations responsables de leurs frontières qui peuvent contrôler les migrations. Ça, c'est la base. Ça fait 20 ans qu'on a Schengen, ça ne marche pas. On a la preuve, ça ne fonctionne pas. Donc, rétablissement des frontières nationales. C'est la seule solution. Pour autant, il faut une coopération européenne complémentaire. Et c'est là où je ne cesse d'expliquer que le retour d'une nation libre ne veut pas dire la fin de l'Europe. On contrôle nos frontières. C'est ce que va faire l'Allemagne. Vous verrez, dans quelques mois, l'Allemagne le fera. On contrôle chacun nos frontières, parce que comme ça, on évite les circulations de migrants. Mais en plus, on fait une coopération européenne pour renvoyer les migrants des bateaux vers la Libye, vers la Tunisie, c'est-à-dire avoir une coopération des pays d'Europe avec les pays de départ. Coopération avec un grand plan Marshall pour le développement de l'Afrique, coopération pour stabiliser les pays de départ, coopération pour éviter que les migrants se noient et lutter contre les passeurs. Donc vous voyez que mon plan, il est double. Plus de nations, plus de France, plus d'Europe. C'est les deux à la fois. Et c'est pas moins de France, moins d'Europe. Vous évoquez le cas de l'Allemagne qui est en difficulté là cette nuit. Le ministre de l'Intérieur allemand a proposé et a présenté sa démission. Parce qu'il est réaliste, il a compris. Et en vérité, personne ne veut voir d'ailleurs. Monsieur Macron, si on regarde ce qui s'est passé au dernier sommet, il a fait un tête-à-queue incroyable. Il part au sommet en disant on va obliger les pays de l'Est à prendre des migrants. On va maintenir le système Schengen. Il revient en habillant un échec, mais son échec est total, puisqu'en vérité, l'Allemagne a dit on va faire des accords bilatéraux sur la base du volontariat avec les différents pays. Ça veut dire quoi, les accords bilatéraux ? Ça veut dire que l'Allemagne négocie avec les pays la fermeture de sa propre frontière. Mais comme tous les pays ne le veulent pas, notamment l'Autriche et l'Italie, le ministre de l'Intérieur démissionne parce qu'il dit à Mme Merkel « soit vous rétablissez vos frontières, soit je m'en vais ». Et vous verrez que le peuple allemand, lassé de la folie de Mme Merkel, de cet accueil de millions de migrants qui était une pure folie, eh bien, va rétablir les frontières de l'Allemagne et ça va obliger la France à rétablir ses frontières. Mais au lieu de le nier, M. Macron devrait l'assumer, renforcer les effectifs de douaniers, bloquer nos frontières et en même temps avoir une politique de coopération européenne vis-à-vis de l'Afrique, car il faut permettre aux gens de rester chez eux et de vivre chez eux dans la dignité. Ça pose le problème du développement de l'Afrique, ça pose le problème du sous-développement dans ce continent. Marcelo Westphal. Alors en Italie, pays voisin, le ministre de l'Intérieur, à nouveau, Matteo Salvini, figure de l'extrême droite, a dit... Je n'accepte pas ce mot d'extrême droite. Pour moi, Matteo Salvini n'est pas d'extrême droite. Donc arrêtons de plaquer d'une droite forte, mais arrêtons ce délire. Mais ce délire des journalistes français, pardonnez-moi, l'extrême droite. Vous croyez que les Italiens, un peuple sage, vous croyez que Beppe Grillo, que je connais, vous croyez que Beppe Grillo serait allié à l'extrême droite? Mais vous n'avez rien compris à ce qui se passe en Europe. Est-ce que les Européens n'ont pas le droit? Non, mais c'est pas une radicalisation. Je vais vous dire ce qu'est une radicalisation. Non, mais on va parler franchement. Oui. Ce qu'est une radicalisation, c'est que ça fait 20 ans qu'on a des incompétents, des incapables, qui nous dirigent, qui laissent des ghettos, qui laissent noyer en Méditerranée des gens, qui laissent la richesse aller toujours vers les plus riches, les plus pauvres de nos pays s'enfoncer dans la misère, et eux, ils sont raisonnables. Et eux, ce sont des gens bien. Et ceux qui luttent contre ça sont des horreurs. Écoutez, je suis désolé, je connais bien l'Italie. Beppe Grillo et la Ligue ne sont pas propose droite. Alors Matteo Salvini... C'est un gouvernement qui défend son peuple. Ça nous change en France. Alors appelez-le comme vous voulez, mais Matteo Salvini propose de créer au niveau européen une Ligue des ligues de tous les mouvements qui veulent défendre leurs frontières. Est-ce que vous, avec Debout la France, vous en feriez partie? Eh bien écoutez, en tout cas, je trouve ça très bien, puisque enfin, et je vais vous dire, on va gagner les élections européennes, au niveau européen. Il faut
il faut investir le Parlement européen. Eh bien, tous ceux qui veulent une Europe des nations, c'est la grande revanche du général de Gaulle, une Europe des nations et des projets. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas cette purée de poids, cette Europe qui s'effondre devant nous. Vous savez ce qui se passe historiquement. Vous acceptez une alliance avec Matteo Salvini? On verra. Attendez, moi je n'accepte jamais d'alliance sans lire les textes et sans savoir concrètement ce qu'il y a dedans. Mais le principe qu'aux élections européennes, les pays d'Europe se réapproprient l'Europe, puissent enfin maîtriser leur destin, défendre une autre politique économique, une autre politique migratoire, mais c'est le grand défi de l'année. Maintenant, comment? Sur quel texte? Avec quelles mesures? Moi, je suis un homme sérieux et je ne réagis pas sur de simples propositions en l'air. J'attends de voir. C'est très important ce qui va se passer dans les mois à venir, parce qu'il faut reconstruire une belle Europe. C'est-à-dire une Europe qui protège les Français, les Allemands, les Italiens. C'est Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, qui est notre invité politique ce matin. Justement, vous avez écrit une lettre ouverte à Laurent Wauquiez à la veille de son Conseil national. Vous dénoncez un parti, les Républicains, qui serait une opposition de façade dans la compromission avec Emmanuel Macron. Avant les européennes, c'est votre nouvel adversaire, Laurent Wauquiez? Non, c'est pas mon adversaire. Je veux clarifier les relations avec les Républicains. Il vous a répondu? Et pas encore. Je vois que Laurent Wauquiez évolue bien sur certains points dans son discours. Mais je vois que ses alliances sont totalement contradictoires avec son discours. Et tiens, comme vous qui êtes la chaîne des territoires. Comme vous, il veut sauver l'Europe. Ah oui, mais alors, il a signé tous les traités. Les parlementaires républicains à Strasbourg, j'ai repris les votes, ont signé tous les accords de libre-échange, tous les accords d'ouverture. Et il évolue bien en parole, mais il fait l'inverse de l'autre côté. Et vous qui êtes la chaîne des territoires, je peux vous révéler un scoop. Ah ben, ça nous intéresse. Regardez les majorités LR, républicains, des conseils régionaux. J'ai découvert que ces majorités LR comptaient sur des députés En Marche et des députés Modem qui, à l'Assemblée nationale, soutiennent Macron, évidemment. Des côtés En Marche? Oui, des députés En Marche. La région Grand Est, la vice-présidente, est députée En Marche. Monsieur Wauquiez, en Rhône-Alpes, s'appuie sur des députés Modem, qui, à l'Assemblée, votent contre les Républicains. Alors, moi, je demande aux Républicains... Ce sont des majorités territoriales qui se sont constituées. Attendez, dans la vie... Fin 2015, oui. Eh ben oui, mais dans la vie... Attendez, moi, je voudrais qu'on m'explique comment Laurent Wauquiez, président de la région Rhône-Alpes, peut avoir un discours très dur sur le Macron à Paris, et en Rhône-Alpes gouverner avec ceux qui soutiennent Macron. Mais je voudrais qu'on m'explique comment on va pouvoir avancer avec cette espèce de mélange des genres. Moi, je n'ai rien contre les Républicains. J'ai beaucoup de Républicains qui, vous savez, sont très désarçonnés et voudraient savoir où on les emmène. Et j'ai simplement écrit à M. Wauquiez pour qu'il clarifie sa ligne européenne. Est-ce que c'est du mélange des genres, un petit peu tout en même temps, ou est-ce qu'enfin, il va vouloir une autre Europe pour qu'on protège les Français? Parce que pour l'instant, ce n'est que du discours. On rappelle aux téléspectateurs, avant que Fabrice Besséredon vous pose une question, que vous venez du Parti gaulliste. Oui, et je vois de plus en plus de Républicains qui me rejoignent à Debout la France, parce qu'ils savent que chez nous, c'est clair, c'est limpide. On veut dénoncer les traités existants, on veut reconstruire une Europe des projets. C'est simple, clair. On vous sent quand même pas très éloigné, Wauquiez et vous. En parole, et je suis ravi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous n'avez pas loupé votre rendez-vous avant la présidentielle, avant votre ralliement vous au Front National? Vous vouliez dire que Laurent Wauquiez avait envie de me soutenir à la présidentielle plutôt que François Ou le contraire, je ne sais pas comment vous... Moi, vous dialoguiez avant. Mais on dialogue toujours, je veux dire par là que je viens de l'UMP. Je vois tous les jours des élus UMP qui viennent me dire en privé, c'est toi qui as raison. Tu as osé franchir le pas. Tu oses dire que pour battre Macron... Lequel pas, oui. Pas révéler des conversations privées. Pour battre Macron demain. Car c'est ça l'enjeu quand même. Pour éviter Mélenchon après-demain. Pour éviter ce monopole Macron-Mélenchon. Est-ce que M. Wauquiez tout seul en disant tous les gens qui ont voté Front National c'est le diable? Est-ce que Mme Le Pen toute seule en disant la droite c'est pas bien? Vont y arriver. Je leur dis folie. Moi, je veux une coalition, comme en Italie, comme en Autriche, avec d'un côté le Front National rénové, les Républicains clarifiés, Debout la France et d'autres. Je sais que c'est l'avenir. Je sais que si on s'entend sur un programme commun, on convaincra les Français. Et donc, je les appelle à la raison. Mais vous allez devoir choisir à un moment donné. Et pourquoi choisir? Si vous êtes amené à choisir entre d'un côté les Républicains, de l'autre le Rassemblement National, vous en êtes où avec Marine Le Pen aujourd'hui? Cher monsieur, Debout la France est aujourd'hui à 6-7% dans les sondages.
Debout la France est un parti gaulliste, humaniste, patriote. On n'a pas à choisir. On n'est pas dans un choix, justement. Vous avez choisi entre le premier et le deuxième tour de la présidentielle? Oui, parce qu'il y avait M. Macron. Je n'ai pas fait comme les Républicains qui ont été soutenir M. Macron. Oui, ça c'est une différence. Et c'est ce qui fait que ma cote de popularité peut-être a monté très fortement chez les Républicains, parce qu'ils ont vu un homme, moi en l'occurrence, qui au moment du second tour n'allait pas se rallier à ceux qu'ils avaient combattus. Et je suis convaincu que si on veut battre Macron et changer de cap, il faut réunifier la droite, il faut réunifier les patriotes, les républicains. Ça se fera de toute façon. N'en déplaise les égos des grands chefs. Ça se fera. Alors, hier, vous avez réagi sur Twitter à la panthéonisation de Simone Veil. Oui. Toute la classe politique a réagi de Mélenchon à vous. Et alors, au Rassemblement national, rien. Silence radio, ex-Front National. Vous comprenez ce silence? Écoutez, je suis différent du Front National. On a fait croire au second tour de la présidentielle que j'adhérais au Front National. J'ai toujours dit que je restais indépendant. Je suis un parti gaulliste, humaniste. J'ai fait mon choix, vous poserez la question au Front National. On est différents. Mais ce n'est pas parce qu'on est différents qu'on ne doit pas se rassembler. Monsieur Macron a rassemblé des gens différents, que je sache. Personne n'a été choqué. L'avenir repose sur un autre programme pour le pouvoir d'achat des Français, pour la sécurité des Français, pour fermer nos frontières, alors, pour dans vos propositions, justement, avoir plus de justice vis-à-vis des retraités qui sont massacrés. Dans vos propositions, voilà les propositions. Il y a le protectionnisme intelligent. Oui. Quand on voit ce qui se passe au niveau international, Donald Trump prend des mesures, des barrières douanières, et tous les pays, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Europe, font en représailles d'autres barrières douanières. Est-ce que le protectionnisme aujourd'hui, ça a un sens? Oui. Moi, je vois que Donald Trump défend ses industries. Je vois que le chômage n'a jamais été aussi bas aux États-Unis. Je vois que le Japon a su défendre ses industries. Il ne s'agit pas d'en finir avec le libre-échange. Moi, je suis pour le libre-échange. Mais je veux la loyauté du libre-échange. C'est-à-dire que quand il y a un pays qui triche, on bloque. Voilà. Et ça, si on le faisait en France, il y aurait plus d'emplois en France. Le sujet va venir très vite, notamment dans la campagne des européennes. Vous serez tête de liste pour les élections? Je n'en sais rien encore. On verra. Vous avez envie? On verra. Il y a des éléments qui militent pour, il y a d'autres qui militent contre. On verra. Je travaille sur un projet. Vous avez manifesté à Vincennes contre les 80 km/h. Oui. Est-ce que c'est sérieux de la part d'un élu? Est-ce que c'est pas un peu démagogique? Il y a 400 morts par an sur... c'est faux. Les morts sur la route aujourd'hui, et je connais bien parce que je défends des associations de lutte contre l'insécurité routière, et notamment des femmes qui ont perdu leurs enfants écrasés par des chauffards. Donc je connais le dossier. Aujourd'hui, les morts sur la route sont liées aux chauffards, aux ceux qui roulent sans permis, aux ceux qui sont sous l'emprise du cannabis, de l'alcool. Et la justice est laxiste à l'égard de ces chauffards. Alors on va punir des millions d'automobilistes qui se comportent bien, parce qu'on est dans un pays où des gens qui se comportent mal sur la route ne sont jamais punis. Donc je préférerais qu'on cible les mesures sur les délinquants routiers. Et je connais bien le dossier, et je peux vous assurer que rien ne prouve que la baisse à 80 km/h soit positive, au contraire. Et s'il y avait une mesure intelligente dans notre pays, ça aurait été d'adapter les limitations de vitesse. Tout le monde sait qu'il y a certains secteurs où 70, d'autres où 90 allaient très bien. C'est une mesure stupide. Et j'espère que le gouvernement reviendra dessus, comme s'est engagé le président de la République lors d'une dernière intervention. 2 ans de test, c'est déjà beaucoup trop. Nicolas Dupont-Aignan, peut-être l'avez-vous lu, le livre de Fabrice Vessert-Redon, Laurent Wauquiez, l'impétueux, aux éditions Mareuil. Laurent Wauquiez a savouré une journée d'échange donc à Menton, on en a parlé tout à l'heure. Il a dit « Nous avons offert une belle image de ce qu'est la famille des Républicains ». Un mot là-dessus. Vous avez fait un livre sur lui. Bah oui, c'est un exercice d'équilibriste. C'est ce qu'explique le livre d'ailleurs. Au-delà d'une biographie, c'est une enquête sur 20 ans. Comment un homme qui vient du centre, évoqué tout à l'heure, le MoDem, etc., Jacques Barrot, l'Europe, a fait ses armes en Haute-Loire, aujourd'hui à la tête des Républicains, va tenter de faire le grand écart entre votre électorat ou celui qui considère avoir été celui de l'UMP. Donc c'est tout l'enjeu. C'était tout l'enjeu. Fabrice Vessert-Redon, Laurent Wauquiez, l'impétueux. Est-ce que vous ne croyez pas que dans notre société si fragilisée, les Français attendent de la clarté? Parce que la politique, à un moment, c'est quand même la clarté. Et moi, j'aimerais que Laurent Wauquiez ne soit pas équilibriste, mais qu'il soit franc. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, qui s'est illustré il y a 10 jours dans On n'est pas couché par une passe d'armes avec la bande de Laurent. Je peux vous faire une remarque là-dessus? Oui. Vous savez que dans les cahiers des charges de la télévision publique, il y a la neutralité. Et tout le monde l'a oublié. Et quand un animateur télévision dit à un invité « taisez-vous »,
eh bien, il rompt avec la neutralité du service public. Eh ben, ça n'a pas été le cas ici ce matin pour vous. Mais merci Nicolas. Jamais ici, Dupont. vous êtes neutre. Et ça se voit. Merci Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Merci Marcelo Vesred du Figaro pour Public Sénat. Merci Fabrice Vesser-Redon pour l'Est républicain. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà le débrief des propos de notre invité politique ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, avec Jean-Louis Picot du Parisien. Vous dirigez le supplément Écho de ce grand journal, qui est aussi un grand journal de la presse quotidienne régionale, et Patrice Moyon de Ouest France. On démarre tout de suite par le positionnement de notre invité ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, par rapport aux Républicains. Est-ce que vous avez compris qu'ils souhaitaient s'en distinguer? En même temps, il les dénonce. Il dénonce d'ailleurs localement on va dire les exécutifs régionaux qui travaillent avec, par exemple, des élus de La République En Marche. Oui, je pense que Nicolas Dupont-Aignan, le problème, c'est qu'il est obligé, à un moment de l'histoire, de s'allier, alors soit avec les Républicains, effectivement, pourquoi pas, soit avec le Front National à l'époque des présidentielles pour le deuxième tour. Il aborde différents sujets qui peuvent, d'une façon qui peut parfois, je dirais, flatter, entre guillemets, l'opinion publique, une réactivité, des propos assez tranchés. Alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais politiquement, il est obligé, il ne peut qu'exister en se rapprochant d'un grand parti politique. Il ne pourra pas exister seul. Donc il en est encore là, et là, il a évoqué Laurent Wauquiez aujourd'hui. Il a dénoncé le fait que Laurent Wauquiez gouverne, entre guillemets, la région, sa région, avec des élus de La République En Marche. Vous avez entendu ? Oui, mais c'est pas un cas unique, c'est-à-dire qu'entre la position que certains élus peuvent prendre à l'Assemblée nationale et localement, parfois il n'y a pas une seule ligne bien tranchée à chaque fois. Il y a des réalités qui peuvent être différentes. Après, il faut pas en faire non plus quelque chose de systématique, mais ça peut arriver. Alors d'abord, effectivement, il y a des logiques de territoire. Je pense que quand on est dans une grande région, les positionnements sont sans doute un peu différents. En tout cas sur le positionnement, lui, de Nicolas Dupont-Aignan, on voit bien qu'il est dans ce courant qui veut une recomposition de toute la droite, y compris, même s'il s'en défend, la droite la plus extrême, avec Marion Maréchal, qui, elle aussi, appelle à une recomposition de la droite. Bon... Sur les problèmes de migration, vous l'avez entendu, il est extrêmement précis. Hein, Jean-Louis Picot, il dit que, au fond, toutes les droites européennes doivent s'unir et trouver ensemble la manière de répondre à ce problème. Oui, il donne rendez-vous pour les européennes d'ailleurs de manière très claire, même si il ne sait pas, lui, il sera tête de liste ou pas, il ne se prononce pas pour l'instant. C'est sûr que le sujet des migrants va être au centre du débat. Hein. Il est dans l'actualité, mais plus les européennes vont s'approcher, plus le débat va rebondir. Donc lui, il veut effectivement une sorte de front commun des droites européennes. Il soutient Matteo Salvini, vous avez vu? Oui, alors le ministre de l'Intérieur et figure de la droite italienne. Voilà, il dit on va gagner, mais on ne sait pas ce que recouvre ce « on ». Ouais. Je suis pas sûr que ça soit très réaliste. Et ensuite, il y a l'éternelle ambiguïté de Nicolas Dupont-Aignan, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans un discours effectivement de sa famille d'origine, gaulliste, la nation, et en même temps, il appelle à des solutions européennes. Et sur les questions de migration, on voit bien qu'il y a un problème de sous-investissement, de sous-dotation pour Frontex, les gardes frontières européens. Donc la réponse, elle est peut-être là, européenne, et pas forcément en remettant des frontières nationales. Jean-Louis Picot. C'est vrai que, encore une fois, quand vous dites parfois on va remettre des frontières, on va davantage contrôler, bien sûr, peut-être que s'il y avait davantage de contrôle, la situation serait un peu différente, mais sur le fond, il y a vraiment besoin d'une vision globale, internationale. On ne peut pas se limiter à ça. D'ailleurs, d'où son discours
pour le coup, qu'on peut entendre sur cette double approche du frontalier au niveau des pays et puis de quelque chose, d'une politique plus globale au niveau européen. Il approuve la politique protectionniste du président américain, de Donald Trump aussi, vous l'avez entendu. Oui, alors là aussi, c'est pas une grande surprise quand on écoute ces déclarations, effectivement, sur Trump. Le côté protectionnisme, on défend le pays. S'il y a des pays à l'extérieur qui respectent pas les règles internationales, on bloque tout. Ce sont des choses qui sont pas surprenantes dans sa bouche. Patrice Moyon. Là-dessus, je pense qu'effectivement, les Européens ont parfois peut-être été naïfs dans tous les accords de libre-échange ces 15 dernières années. Mais est-ce que la réponse, elle passe pas justement par par exemple, une vraie politique industrielle européenne ? Donc oui, effectivement, les Européens ont besoin de défendre leur industrie, mais ça passe par une réponse, là encore, à plusieurs. Merci Patrice Moyon de Ouest France et Jean-Louis Picot du Parisien. Vous dirigez le supplément écho de ce grand journal, d'avoir été nos invités. Ce matin, on va regarder le Zap Monde ensemble avec les élections au Mexique, l'élection d'un président de gauche, le bouleversement du paysage politique à Mexico. Pour commencer ce Zap Monde, on se retrouve après. Le dépouillement n'est pas encore terminé dans les bureaux de vote au Mexique, mais les premiers sondages sortis des urnes donnent le grand favori Andrés Manuel López Obrador, largement vainqueur du scrutin avec 49% des voix. 89 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour cette présidentielle, dont la campagne aura été la plus violente de l'histoire du pays, avec plus de 40 candidats assassinés ces derniers mois. La campagne présidentielle a connu beaucoup de hauts et de bas, dans le sens où il y a eu beaucoup plus d'attaques et peu de propositions. Ce qui aurait dû être la chose la plus importante, mais ce sont les attaques qui ont dominé. Fatigué par la corruption de la classe politique traditionnelle et la violence des narcotrafiquants, l'électorat mexicain aspire à un grand dégagisme. Des jerrycans vides, symbole de la pollution qui rend l'eau courante de Khorramshahr, dans le sud-ouest de l'Iran, impropre à la consommation. À la colère de la population qui subit ce sinistre depuis 3 semaines, les autorités répondent par la force. Samedi soir, un homme a été grièvement blessé par la police. C'est l'un des nombreux foyers de contestation auxquels le pouvoir iranien doit faire face. La grave crise économique qui frappe le pays a fait naître depuis décembre des manifestations contre la vie chère. La dépréciation de la monnaie a même poussé les commerçants du Grand Bazar de Téhéran, fait exceptionnel, à observer une grève. La lutte concerne également les libertés publiques, en premier lieu celle des femmes. Depuis décembre, plusieurs d'entre elles se photographient tête nue sur les réseaux sociaux, à la suite de cette jeune femme qui a marqué les esprits en brandissant son voile au bout d'un bâton. Toute une nation qui remercie Simone Veil. C'est aux côtés de son époux Antoine que l'ancienne ministre s'apprête à rejoindre le Panthéon. Recouverts du drapeau français, les cercueils sont portés par la garde républicaine sur ce tapis bleu, couleur de la paix et de l'Europe. Nous avons voulu que Simone Veil entre au Panthéon sans attendre que passent les générations, comme nous en avions pris l'habitude. Pour que ses combats, sa dignité, son espérance restent une boussole dans les temps troublés que nous traversons. Voilà, c'était le Zap Monde, un résumé de l'actualité, de ce que vous devez savoir, de ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Cette émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les Indés radios, 130 radios sur tout le territoire français se termine. On se retrouve évidemment pour une nouvelle édition demain. Bonne journée à tous.